Oui, bonjour à tous. Donc en fait, voici l'extrait d'un cours que j'ai donné à des étudiants sur les plateformes numériques et le rapport Froin. Mais à travers ce cours, on a abordé plein d'autres notions comme la notion de cotisation sociale, de salaire net, salaire brut. Et donc je vous invite à regarder surtout la timeline qui se situe sous cette vidéo et qui vous donnera un plan détaillé avec les moments à partir desquels on parle de ces différentes notions. Voilà. Bonne écoute et à bientôt. Cette problématique des plateformes numériques, il faut bien comprendre que c'est la grande question qu'on se pose à l'heure actuelle en droit du travail. Et il y a trois manières de se poser cette question. La première manière, c'est de dire en fait, cette question ne m'intéresse pas. Donc en fait, ceux qui travaillent pour les plateformes numériques, ils n'ont rien à voir avec le droit du travail. On les laisse en dehors du droit du travail et le droit du travail ne s'intéressera pas à eux. D'accord. Il y a une autre idée qui est de dire non, et ça apparaît d'ailleurs, c'est une idée qui par exemple apparaît vous voyez, en Californie à l'heure actuelle, hein, où on se dit non, Uber ne peut pas se désintéresser du droit du travail et dire que ça ne le concerne pas. Donc Uber sera l'employeur de tous les chauffeurs de VTC, de la même que Uber Eats sera l'employeur de tous les cyclistes qui font de la livraison à vélo. D'accord. Et il y a une solution intermédiaire qui consisterait à dire euh, les chauffeurs, les livreurs à vélo, on devrait leur reconnaître un statut hybride. Ils ne sont pas totalement travailleurs indépendants, mais ils ne sont pas complètement salariés non plus. Et en fait, quand on dit un statut hybride, ça veut dire qu'on ne leur reconnaît pas autant d'avantages que n'en bénéficient les salariés. Donc en fait, ça serait une sorte de sous-prolétariat. D'accord. Donc voilà, le curseur, il est là. Vous avez soit l'ignorance totale de la part du droit du travail de ce que sont les plateformes, au contraire, l'assimilation complète des chauffeurs et des livreurs à des salariés, et un entre-deux qu'on ne sait pas vraiment définir parce que, vous voyez, c'est toujours la question de la frontière en droit. Je veux dire, en droit du travail, cet entre-deux qu'on voudrait reconnaître aux chauffeurs et aux livreurs en leur donnant quelques droits des salariés, mais pas tous les droits, bah, ça pose la question de savoir mais quels sont les droits les plus importants d'un salarié et est-ce que les autres sont vraiment moins importants. C'est toujours très très délicat à déterminer. Donc, Mais voilà. Oui. petite question, pourquoi enfin, du coup, ceux qui travaillent pour Uber Eats, etc., pourquoi ils sont pas considérés comme des salariés? Parce que, enfin, ils ont des missions qui leur sont données. Et pourquoi ils sont pas considérés comme des salariés? Alors, la, ils sont salariés. Hein. Enfin, la Cour de cassation considère dans l'arrêt Uber, par exemple, que le chauffeur VTC, il est salarié de Uber. D'accord. Arrêt, pour l'instant, qui est assez isolé, mais la Cour de cassation a clairement dit, voilà, il n'y a aucune raison de raisonner différemment. Euh, alors, il y a des juges qui sont un peu réticents à cette solution-là. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise une plateforme, c'est quand même la souplesse. D'accord, la flexibilité. Et c'est ça euh, qui est leur modèle économique d'un côté, mais qui est aussi pour le chauffeur, pour le livreur, c'est aussi une source de flexibilité qui est très importante. C'est-à-dire que il y a des chauffeurs et des livreurs qui font ça juste de manière très occasionnelle, qui se disent le matin, ah bah tiens, je vais faire 2 heures de livraison, puis j'arrête. Et puis pendant un mois, ils vont pas le faire, et puis après, ils vont se remettre à le faire de manière très importante. Donc en fait, on est vraiment dans un système qui grâce au fonctionnement de ces plateformes, en fait, n'a pas besoin de fonctionner avec des salariés qui sont là à temps permanent, qui consacrent toute leur activité. Il y en a qui le font, mais il y en a d'autres qui ont une activité beaucoup plus ponctuelle, en pointillé, en fonction de leurs besoins, de leurs envies, etc. Donc, en fait, la question du salariat, on se rend bien compte que elle ne s'appliquerait pas à tout le monde. En fait, la réalité des chauffeurs et des livreurs, elle est protéiforme. Et donc, le droit, il ne peut pas apporter une seule solution à des situations qui sont très différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, Ça... ouais. Ils peuvent pas faire chose à part Alors, pour chaque personne. mais alors, on pourrait très bien dire aussi, mais le droit du travail connaît déjà cette diversité. Je veux dire, vous avez des contrats de travail à temps partiel et des contrats de travail à temps plein. Celui qui travaille de manière très ponctuelle, il a un temps partiel. Celui qui travaille à temps plein, il a un temps complet, il est en CDI. Donc en fait,
voilà, c'est pas toujours la question n'est pas posée toujours avec une grande honnêteté. Voilà. Mais justement, ce que Jean-Yves Frouin avait comme mission, c'était d'essayer de trouver une solution à cette problématique. Et vous pourrez lire, hein, son rapport, il est assez long, hein. Je suis en train de le lire tout à l'heure, pour vous me donner une petite idée quand même. Il y en a pour, vous l'avez sous les yeux, il y en a 150 pages. Bon, après, il y a les annexes, donc en fait, non, il y a 100 pages, quoi. D'accord? Donc là, c'est juste, je vous donne vraiment le, le résumé du résumé du résumé, quoi. Mais voilà, l'objectif donc de la mission qui lui était confiée, c'était de répondre à cette question: comment on peut sécuriser les relations juridiques sans, heu, sans casser le modèle économique de Uber, et de Deliveroo, qui est celui de la flexibilité des plateformes. D'accord? Et vous avez compris, cette flexibilité, elle est pas simplement au profit de Uber, hein, elle est aussi au profit, des chauffeurs et des livreurs qui, en sont satisfaits pour la plupart d'entre eux. D'accord? Alors, déjà, la première chose qu'a dit, Jean-Yves Frouin, c'est que, je vous expliquais tout à l'heure, soit on fait rien, soit on considère que c'est des salariés, soit on crée un régime hybride, un peu foireux. Et clairement, Jean-Yves Frouin, il a dit: «Je veux pas de ce régime hybride foireux». D'accord? Soit on est salarié, soit on l'est pas. D'accord? Et donc, on écarte ce qu'on appelle le tiers statut spécifique aux travailleurs des plateformes. D'accord? Donc lui, il maintient cette dichotomie fondamentale du droit du travail français, c'est on est salarié ou on est travailleur indépendant. Mais on n'est pas un statut, qui serait un peu perméable entre les 2. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre? Nous dit Jean-Yves Frouin. Ce qu'il préconise lui, c'est qu'on ait un double paramètre, d'accord? Déjà une activité qui s'inscrit dans la durée, d'accord? On ne serait pas salarié dès le premier jour, on le serait qu'au bout de 6 à 12 mois. Donc ça reste à, vous voyez, c'est un critère à définir. Et après, en fonction d'un certain niveau de chiffre d'affaires. Grosso modo, quand Uber est votre unique source de revenus, alors, parce que vous êtes un chauffeur à temps plein, alors vous avez le droit au statut de salarié, vous avez le droit à la protection du salariat. D'accord? C'est ça l'idée, c'est de dire, voilà, au bout d'un certain temps et au-delà d'un certain niveau d'activité, vous serez salarié. Mais vous ne serez pas salarié de Uber directement. Et c'est ça la proposition de phare du rapport de M. Frouin, c'est de dire qu'il y aura en fait une intermédiation. Vous voyez, des sociétés de portage, des coopératives d'activité et d'emploi, n'importe quel type de structure comme les SCOP, par exemple, qui sont redevenus à la mode. Donc, en fait, le chauffeur, il va devenir salarié de cette structure, de cette entreprise, qui est un peu comme une entreprise d'intérim, si vous voulez, d'accord? Une sorte d'adéco du chauffeur et du livreur. Et c'est cette entreprise-là qui aura pour salarié le chauffeur, d'accord? Mais ce ne sera pas Uber ou Deliveroo qui vont avoir comme salariés les chauffeurs. Les chauffeurs et tout, ils auront leur statut de salarié. Ils vont bénéficier de toute la protection qui est celle du code du travail, du code de la sécurité sociale au travers du régime général, mais ils l'auront auprès d'un tiers, d'accord, qui aura pour mission exclusive de gérer justement ce statut de salarié voilà. Donc vous avez compris l'idée en fait qui est avancée là. On ne va pas modifier le modèle économique de Uber et Deliveroo, et ils peuvent continuer d'opérer comme ils le font à l'heure actuelle, mais toute la charge de gérer en fait des salariés, elle est reportée sur des entreprises dont ce sera la mission exclusive. Donc ça, c'est la première chose que propose Jean-Yves Frouin. C'est pas, enfin, je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que, par exemple, sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur l'arrêt Uber qui reconnaît pour la première fois que un Uber pouvait être considéré comme employeur. Et en dessous, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, qui était Uber Eats, apparemment un livreur Uber Eats, il a eu un accident de vélo.
D'accord? Et donc, il me dit, «Est-ce que je peux le faire reconnaître comme accident du travail?» Je lui ai répondu: «Bah, non, on ne peut pas faire reconnaître un accident de travail parce que vous êtes auto-entrepreneur à l'heure actuelle. Donc auto-entrepreneur, vous n'êtes pas salarié. Comme vous n'êtes pas salarié, il faudrait aller devant un juge, le juge de la sécurité sociale, faire reconnaître que vous étiez en réalité un salarié et c'est seulement après qu'on pourra condamner Uber comme étant votre employeur à prendre en charge et à vous indemniser au titre de cet accident du travail». D'accord? Et c'est ça qui, moi, m'embête un peu, c'est que euh, tous les étudiants, tous ceux qui utilisent en fait ces plateformes de manière ponctuelle pour avoir une sorte de complément de revenu, ils vont sans doute jamais arriver au seuil du chiffre d'affaires qu'exige ou que propose Jean-Yves Frouin pour être considérés salariés à part entière. Et ces salariés-là, enfin, pardon, pas ces salariés, ces chauffeurs, ces livreurs qui ont une activité très ponctuelle, en fait, très résiduelle, bah, eux, en fait, ils vont se retrouver encore privés de la protection du salariat. Alors que, vous voyez, un livreur à vélo, je pense qu'il est quand même beaucoup plus exposé à des risques que quelqu'un qui fait chauffeur et qui reste dans sa voiture toute la journée, même s'il travaille énormément. Vous voyez, c'est ça qui m'embête. On devrait peut-être plutôt prendre en compte peut-être la dangerosité de l'activité, mais là encore, ça pose d'autres problèmes. Ça pose des problèmes de rupture d'égalité. On ne peut pas dire que, vous voyez, il y a une plateforme sous prétexte que euh, tout se fait en voiture, il y aura moins de salariés qu'une autre où tout se fait en vélo. J'ai pas de solution fracassante et pertinente à vous proposer de ce point de vue-là. Mais voilà ce que propose donc Jean-Yves Frouin. Et autre chose qui est proposée, il y a trois choses, hein, on en arrive à la deuxième. Euh, Autre chose donc, qui est importante pour cette problématique en fait, des plateformes, c'est on veut instaurer en fait un dialogue social. On veut, et ça c'est un des traits structurants du droit du travail, c'est que vous avez en fait, et on va y consacrer une séance à la fin du semestre, vous avez ce qu'on appelle dans l'entreprise la négociation collective. L'employeur, il va dialoguer avec les organisations syndicales représentatives des salariés. Et à travers ce dialogue, on va conclure, comme vous l'avez compris avec la vidéo sur la pyramide des normes, on va conclure plein d'accords d'entreprise, d'accords de branche, etc. Et on voudrait instaurer en fait ce dialogue social dans le cadre des plateformes. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez Uber d'un côté qui prend des décisions unilatérales et on voit apparaître des collectifs de chauffeurs, des collectifs de livreurs qui essayent de se constituer pour essayer de faire un peu pression sur Uber, sur l'évolution des grilles tarifaires, des conditions générales de vente, des conditions générales de Uber. Et en fait, ce que vous propose Jean-Yves Frouin, c'est d'instaurer un véritable dialogue social avec des gens dont vous avez compris qu'ils ne seront pas tous salariés. Il y en a certains qui seront encore auto-entrepreneurs. Et donc, l'idée, en fait, c'est de faire émerger à travers, en fait, des élections, euh, de faire émerger, en fait, des organisations qui sont représentatives de ces chauffeurs et de ces livreurs et qui vont donc pouvoir négocier avec ces plateformes. Alors, est-ce que la négociation sera fructueuse ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais il est important que ce dialogue ait lieu. Parce que parfois, dans un bras de fer vous voyez, qui s'instaure à l'heure actuelle entre Uber et puis tous les chauffeurs, eh ben, généralement, ce bras de fer, Uber, il fait ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur face à lui qui est suffisamment représentatif de la profession. Et donc, on voudrait créer ce dialogue social afin de justement peut-être de temporiser en fait des décisions peut-être brutales que prendrait une plateforme et qui impactent en fait des milliers de chauffeurs et de livreurs. Et dernière chose qui est proposée en fait, c'est la question de la rémunération minimale. Parce que ce qui apparaît avec ces plateformes, c'est qu'il y en a certains qui travaillent pour Uber 40 heures par semaine et qui n'arrivent pas à en vivre. D'accord? Et donc là, l'idée derrière ça, c'est de dire on va essayer de fixer un niveau de rémunération en dessous duquel Uber ne pourra pas descendre. Donc là, vous voyez que vous commencez déjà un peu à toucher au modèle économique de Uber.
mais vous le faites pour différentes raisons. Par exemple, pour les VTC, Jean-Yves Franc, apparemment, dans son rapport, est allé assez loin puisqu'il propose, vous voyez, 7 € par course et un tarif horaire minimum de 15 à 18 €. Alors, on va revenir sur ce tarif horaire minimum. On va essayer de réfléchir un peu sur ce montant. Mais vous voyez que déjà, à travers cette idée des 7 € par course et ce tarif horaire minimum, de manière sous-jacente, on ne peut pas s'empêcher de penser que si les pouvoirs publics fixent une rémunération minimale à ce niveau-là, c'est quelque part pour que les VTC ne fassent pas trop concurrence et ne présentent pas une concurrence déloyale trop importante aux taxis. Parce que vous voyez que ça, c'est une autre problématique à l'heure actuelle, c'est que les VTC, ils sont très mal vécus par les taxis qui achètent des licences très très chères et qui, le prix de leur licence, la valeur de leur licence, en fait, elle s'effondre complètement avec l'essor en fait des VTC. Donc, quand vous imposez à Uber de faire une rémunération minimale qui est assez importante, eh bien finalement, la différence entre le coût d'un taxi et le coût d'un VTC, elle s'amoindrit. D'accord? Donc, ceux qui avant prenaient des VTC par souci d'économie vont peut-être, avec le renchérissement de la course, s'orienter vers des taxis normaux. Donc c'est peut-être aussi, vous voyez, les intentions du législateur ne sont pas forcément pures au sens où ce n'est pas uniquement sans doute pour accorder aux chauffeurs une rémunération minimale. Il peut y avoir aussi derrière des arrière-pensées de dire, bon, on va peut-être rééquilibrer un peu la situation vis-à-vis des taxis qui ont beaucoup souffert de l'avènement en fait, des VTC en France. Mais revenons maintenant juste à cette problématique de le chauffeur, il va recevoir un tarif horaire minimum de 15 à 18 € donc de l'heure. Est-ce que ça vous paraît important ou est-ce que ça vous paraît dérisoire? Correct, non? Correct? Alors, Ouais. correct par rapport à quoi? Mais je sais pas, le SMIC, c'est combien? Ah ben, Bah, c'est beaucoup moins. c'était ma question d'après, justement. Le SMIC horaire, il est à combien en brut? Il est à combien en net? 10 et quelques, non? 10 pourquoi? Pour le brut ou le net? Sans les taxes, enfin, je sais pas quoi dessus. Je sais plus, Justement, du coup, En si brut? c'est brut ou si c'est net. le Si net, c'est sans les taxes, c'est c'est ce qu'on le vous brut. verse, c'est le montant qu'il y a sur le chèque. D'accord? C'est le Ok, bah alors virement. c'est brut. 10 € brut. Et donc, ça fait combien en net? Bah, ça doit être quoi, 9 et quelques, 8? 8,03. Alors, pardon, excusez-moi. Je suis obligé de faire ça parce que sinon, je ne vous entends pas bien. Donc, Donc ça fait beaucoup, au final. Ouais. c'est le double. Oui, mais D'accord? en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu normal parce que ils travaillent le dimanche, ils travaillent les jours fériés, ils travaillent à des heures qui ne sont pas forcément les heures de bureau, etc. Oui, non, mais enfin, moi aussi, je travaille le dimanche. Moi aussi, je travaille la nuit. Bah après, ouais, peut-être que c'est pas... beaucoup trop, mais un peu plus que le SMIC, enfin un peu plus que la moyenne, quoi. Ça serait bien, mais après, peut-être pas autant. Ah, c'est le double du SMIC. Non, mais après, ils sont pas entrepreneurs, ils ont un pourcentage à reverser vu qu'ils sont entrepreneurs à la fin. Ouais, c'est bien, on y arrive, on y arrive. Alors déjà, on va revenir, on va revenir sur tout ça posément. Pour passer du SMIC brut à 10 € au SMIC net à 8,03 €, qu'est-ce qu'on retire? Qu'est-ce qu'on soustrait? Les charges sociales. Alors, les charges, c'est un terme trop générique. Je veux un terme plus précis. Oh, Cotisation. Cotisation. Ouais, cotisation. Sociale. Et c'est quel type de cotisation? Salariale? Non, Cotisation salariale. patronale. Alors, il y a deux choses. Il y a les cotisations salariales et les cotisations patronales. Pour passer de la rémunération brute à la rémunération nette, on enlève les cotisations salariales. Et les cotisations patronales, elles sont calculées sur la rémunération brute et elles s'additionnent à ça. D'accord? Donc, en fait, vous avez 3 seuils. La rémunération nette, ce qu'on vous verse, d'accord? À cette rémunération nette, vous ajoutez les cotisations salariales, on arrive à la rémunération brute. Et à la rémunération brute, on rajoute les charges, les cotisations patronales et on arrive à ce qu'on appelle le coût salarial.
Le coût salarial, c'est ce que représente tout ce que l'employeur verse au salarié. Donc, si le salarié hyper... Alors, non, ne bousculons pas les choses. Donc, vous avez compris ces 3 ratios. Et en fait, ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est que la rémunération brute, en fait, ça ne veut rien dire. C'est une invention très intelligente, mais qui ne veut absolument rien dire. Parce que vous avez compris que le salarié, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir combien on va lui virer d'argent sur son compte bancaire à la fin du mois. Bah oui, parce que Et monsieur, sur le bulletin de paie, enfin moi personnellement j'en ai déjà eu et puis à chaque fois je regardais le brut au lieu du net, du coup je me disais ah ouais trop bien, j'ai eu tant et en eh, fait après quand je reçois le chèque je fais ah bon bah c'est eh moins. ben non, voilà. Donc voilà, il y a déjà cette petite distinction entre le brut et le net. Et d'ailleurs, si tu reprends tes bulletins de paye, c'est quoi la différence à peu près entre le brut et le net? C'est combien en pourcentage? Attendez, je vais aller regarder ça. Mais les autres aussi, hein, je veux dire, si vous avez une idée à peu près de ça, dites-le moi. Alors, Bah il y a vachement de trucs hein, quand même sur le truc. non, mais on va pas reprendre toutes les lignes, hein, parce que les lignes d'un bulletin de paye, c'est à s'arracher les cheveux. Hein. Bah ouais. Mais C'est en gros, en proportion à peu près, toutes ces cotisations qu'on enlève du brut pour arriver au net, ça représente combien en pourcentage? Personne n'a une idée à la 20%, louche? non? Oui, 20%, c'est ça, entre 20 et 22%. D'accord? Ça, c'est les cotisations, donc vous avez compris, hein, je reprends. Hein. La rémunération nette, les cotisations salariales qui représentent 20%, on arrive à la rémunération brute. Et sur cette rémunération brute, on va rajouter des cotisations patronales. Les cotisations patronales, ça fait combien en pourcentage? Vous voyez, cotisation salariale, on a dit que c'était 20%. Les cotisations patronales, c'est un chiffre comme ça, à la louche. Allez-y, tentez votre chance. Bah 10. 10, ouais. Non, plus. Ah, c'est plus 30. que Ouais. C'est 30, 30. 35, Oh presque la 40. vache. D'accord? Ce qui fait que, Bah, et c'est c'est ça ce qu'il que faut que vous compreniez, hein, c'est le plus important. Le salarié, quand on le paye 10, l'employeur, en réalité, il va devoir verser 21 ou 22. D'accord? Il verse 10 aux salariés et il y en a 11 ou 12 qui représentent les cotisations patronales et les cotisations salariales. Et tout ça, il doit les verser à l'URSSAF. C'est ce qu'on appelle le mécanisme du précompte. L'employeur, il va précompter les cotisations salariales sur la rémunération des salariés et il va les verser à l'URSSAF. Et il va payer, lui, ses propres cotisations patronales, il va les verser à l'URSSAF. D'accord? Donc, vous voyez que, en fait, le salaire brut, ça n'intéresse pas le salarié parce que, comme tu l'as très bien dit, c'est une source de frustration, de désespoir, de se dire, mais on m'a pris déjà tout ça sur ma rémunération. Donc, le salarié, il ne raisonne qu'en fonction d'une seule chose, c'est son salaire net. Et l'employeur, le salaire brut, il s'en fout parce qu'il a toutes les cotisations patronales à payer dessus. Donc, lui, il raisonne toujours en fonction du coût salarial. Et le coût salarial, c'est un peu plus du double de la rémunération nette. Ça, c'est pour les rémunérations standards. Bon. Petite question d'histoire et de culture générale qui vous permettra de briller dans les salons mondains amiénois. Qui a inventé la notion de cotisation salariale et la notion de cotisation patronale? Donnez-moi n'importe quoi. Début Vous me dites 20e. début du 20e, ouais, c'est fin du 19e. Et c'est où que c'est apparu, ça? Personne ne s'aventurerait à me donner un nom? Bah à Paris. À Paris, non, pas du tout, justement. Aux États-Unis. Ah, c'est marrant. Il y en a un qui m'a sorti ça aussi au groupe d'avant. Je vous On rappelle que les balance les infos. États-Unis. On essaie on tente. Ouais, non, mais il faut tenter. Les États-Unis, ils ont justement pas de sécurité sociale, d'accord? C'est un pays qui C'est est vrai, c'est arriéré, vrai. Du quoi. coup, la réponse est totalement C'est le bête. tiers-monde, quoi. Je veux dire, vous voyez, c'est pas eux qui ont pu inventer ce genre de choses. On leur souhaite d'ailleurs un jour d'arriver au stade où on était, nous, au 19e siècle, d'accord? Non, en fait, celui qui a inventé les cotisations sociales et les cotisations patronales, c'est Bismarck, le chancelier Bismarck en Allemagne. Vous voyez, c'est fin du 19e siècle. La situation de l'Allemagne, c'est quoi? C'est en gros une grosse industrialisation, donc un début de prolétariat urbain qui se constitue,
qui est très friable et très sensible à la doctrine et aux idées communistes. Et donc Bismarck, il voit ça comme une menace au pouvoir politique en place, d'accord, et aussi une menace vis-à-vis de toute la bourgeoisie qui est en train d'industrialiser l'Allemagne. Et donc, Bismarck, il a cette idée géniale de créer les assurances sociales. Les premières assurances sociales, elles ont été mises en place en Allemagne. Et dans les années 1880, en fait, l'Allemagne se dote de plusieurs assurances sociales, une pour les accidents du travail, l'autre pour la retraite, la troisième pour l'assurance maladie, et puis pour les charges de famille, etc., les allocations familiales, d'accord. En Allemagne, ils arrivent à mettre ça vite fait, bien fait en place. Nous, en France, pour les accidents du travail, on a mis 18 années de discussion parlementaire pour accoucher d'une souris. Ça, c'est le truc très français. Et le rapport de M. Frouin, ça fait partie de notre culture. Vous voyez, on est obligé de débattre à l'infini de trucs. Jean-Yves Frouin, il a fait un rapport. Avant qu'on arrive à une loi là-dessus, il y aura peut-être d'autres rapports qui vont être pondus. Il y aura un débat parlementaire qui va durer pendant 2 ou 3 années. Et à la fin, on aura modifié 3 articles du Code du travail. Vous voyez. Voilà, ça c'est notre côté très français, quoi. Et il y a un livre d'ailleurs là-dessus qui est génial, que je vous conseille de lire si un jour vous voulez. C'est du paupérisme à la sécurité sociale de Asveld. Il explique en fait comment la sécurité sociale est apparue dans différents pays. Et il se moque de la France, c'est assez drôle. Mais il le fait de manière très, très intelligente. C'est un bouquin qui est génial. Bon, voilà, pour ceux que la problématique intéresse, vous avez de quoi vous passionner. C'est comme du Harry Potter, mais en droit de la sécu, quoi. Revenons-en donc à notre histoire de cotisation sociale. Donc, c'est Bismarck qui invente les assurances sociales et il dit, ces assurances sociales, elles sont la preuve que les intérêts de l'employeur et des salariés convergent. D'accord ? C'est à travers ces assurances sociales que je fais apparaître cette solidarité, ces intérêts convergents des deux. Et il n'y a pas de lutte des classes en Allemagne. Pourquoi ? Parce que justement, il y a ces assurances sociales. Et ces assurances sociales, elles seront financées en partie par l'employeur et par le salarié. Et c'est pour ça qu'ils créent la notion de cotisation patronale et de cotisation salariale qui symboliquement vont devenir les ressources financières de ces assurances sociales qui vont pour la première fois reconnaître aux salariés des droits comme le fait de pouvoir être indemnisé d'un accident du travail, le fait de pouvoir percevoir une retraite, de pouvoir percevoir des allocations familiales. Vous voyez, l'invention des assurances sociales par Bismarck, c'est pour désamorcer une contestation sociale, pour éviter que le communisme gagne trop d'influence en Allemagne. Et il fait ça. Il a ce stratagème génial de dire on va inventer des cotisations salariales et des cotisations patronales, alors qu'en réalité, la seule chose qui intéresse le salarié, c'est sa rémunération nette, et la seule chose qui intéresse l'employeur, c'est combien lui coûte le salarié, avec toutes les cotisations qu'il paye, qu'elles soient salariales ou patronales, il s'en fout, de toute manière, c'est lui qui doit les payer, et ça représente le coût, en fait, du travail. Dernière petite chose quand même à savoir sur ces cotisations patronales, quelles sont les grandes problématiques qu'on a à l'heure actuelle sur ces cotisations sociales. En fait, c'est une problématique qu'on a essayé de commencer à résoudre avec Fillon. Une idée qui était pas mal quand il était Premier ministre, c'était de dire, on a un problème en France, et ce problème, vous le connaissez bien à Amiens, la dernière illustration que vous avez eue de ça, c'est Whirlpool, d'accord ? Whirlpool, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, mais la main-d'œuvre peu qualifiée, je peux en trouver partout dans le monde. Je peux en trouver en Chine, je peux en trouver en France, je peux en trouver en Pologne. Pour fabriquer des machines à laver, j'ai besoin d'ingénieurs et tout cela. Généralement, je les recrute et ils travaillent dans les centres de R&D à l'autre bout du monde, dans des pays très, très sympathiques. Mais pour fabriquer des machines, j'ai besoin d'une main-d'œuvre peu qualifiée qui travaille dans les usines. Et en France, eh bien, un salarié au SMIC, quand je rajoute toutes les cotisations que je dois payer dessus, eh bien, le coût salarial du salarié peu qualifié en France, il est énorme. Il est beaucoup plus important que le coût salarial du même travailleur peu qualifié en Pologne, parce qu'en Pologne, le salaire minimal, il est plus bas et les charges, il n'y en a quasiment pas. Et en Chine, alors là, pour le coup, je peux faire travailler quelqu'un pour 1 euro de la journée. Donc, vous voyez que le problème qu'on a, et c'est souvent une des revendications que vous entendrez du MEDEF, c'est de dire le SMIC, il est trop élevé en France. Et c'est vrai qu'il est déjà assez élevé, parce que le coût de la vie en France, il est ce qu'il est, d'accord ? Donc, on a un SMIC net, d'accord ?
qui est assez élevé, sur lequel on doit rajouter en plus des cotisations sociales. Donc, c'est vrai que pour des entreprises comme Whirlpool, à un moment donné, elles se disent, bah, je vais aller en Pologne parce que ça va me coûter vachement moins cher. Et donc, je ferai plus de bénéfices. Et ce que Fillon a dit, il a dit, bah voilà, on ne peut pas aller en dessous du SMIC, ça c'est le principe, le SMIC c'est le plancher. On ne peut pas aller en dessous, on ne peut jamais aller en dessous du SMIC. Mais ce qu'on va faire, c'est essayer de réduire le coût du travail en faisant des allègements de charges sociales, donc en diminuant et en supprimant certaines cotisations sociales sur les bas salaires. Ce qui fait qu'en fait, depuis Fillon, en fait, on a généralisé cette idée qui est de dire que de 1 SMIC à 1,9 SMIC, d'accord, c'est à peu près en dessous de 2 SMIC, en fait, horaires, eh bien, on a des allègements de charges sociales. Et plus on arrive proche du SMIC, plus l'allègement il est important. Et plus on arrive à 2 SMIC, moins l'allègement est important. Et à partir de 2 SMIC, on applique les fameuses 20% de cotisation salariale et 35% de cotisation patronale. D'accord ? Donc, au niveau du SMIC, on n'en est pas là. Même si là, vous avez une de vos camarades qui nous a parlé de sa fiche de paye où il y avait quand même 20% de retenue de cotisation sociale, de cotisation salariale, d'accord, mais vraisemblablement que l'employeur, il avait moins de cotisation patronale à payer. Et avec ça, en fait, on se dit que on va diminuer le coût du travail pour la main-d'œuvre peu qualifiée en France et ça va limiter, entre guillemets, la casse des entreprises qui vont préférer aller ailleurs pour trouver de la main-d'œuvre encore moins chère. D'accord ? Donc, la problématique des cotisations sociales à l'heure actuelle, c'est la suivante. Il faut à tout prix qu'on arrive à ce que les gens peu qualifiés soient employés, ils aient un emploi. Et donc, même si c'est une perte pour la Sécu de ne pas avoir cette rentrée de cotisation sociale sur les bas salaires, en fait, cette perte, elle est mieux que de se retrouver avec un chômeur qui est entièrement à charge de la sécurité sociale. D'accord ? Donc, en fait, c'est ça l'idée, on va essayer de réduire les cotisations sociales sur les bas salaires pour favoriser l'emploi, entre guillemets. D'accord ? Et on en revient maintenant, après toute cette énorme digression que je viens de vous faire, à la proposition de Jean-Yves Frouin. Jean-Yves Frouin, en fait, il nous dit on va faire un tarif horaire minimum de 15 à 18 euros. Mais 15 à 18 euros, il ne faut pas oublier que pour l'instant, les chauffeurs, les VTC, ils sont travailleurs indépendants. Ils sont leurs propres employeurs, entre guillemets. Donc, un travailleur indépendant, c'est lui qui paye toutes ses charges. D'accord ? Il n'y a pas, pour un travailleur indépendant, il n'y a pas la notion de cotisation salariale, de cotisation patronale, d'accord ? Il y a juste la notion de charge sociale, de tout ce qu'il doit verser à l'URSSAF. Mais ce que le travailleur indépendant doit verser à l'URSSAF, ce n'est pas autant que pour un salarié, mais ça représente quand même 45, voire 50%. D'accord ? Quand vous êtes travailleur indépendant, vous faites une facture de 100 euros, en fait, votre rémunération, une fois que vous avez payé la TVA et toutes les de l'URSSAF, c'est 50. C'est la moitié. Donc, en fait, ce que propose Jean-Yves Frouin, d'accord, si vous avez une rémunération de 15 à 18 euros brut en tant que travailleur indépendant, une fois que vous avez payé vos charges, vous êtes à 8 euros net. Donc, en fait, ce que propose M. Frouin, c'est tout simplement que les VTC, ils soient au SMIC horaire. D'accord ? Donc, vous avez l'impression que c'est beaucoup, 15 à 18 euros, mais une fois qu'on a enlevé les charges, en fait, on retombe à un SMIC horaire. D'accord ? Donc, il n'y a pas beaucoup de générosité derrière cette proposition-là, mais ça vous montre que finalement, voilà, les 3 idées forces à retenir, c'est qu'au-delà d'un certain seuil d'activité, les chauffeurs seront des salariés à part entière, simplement, ils seront les salariés d'une entreprise qui sera un tiers et qui ne sera pas Uber ou Deliveroo. Il y aura un dialogue social qui sera un peu plus large qu'avec simplement des salariés, puisque ce dialogue social, il va également prendre en compte tous les chauffeurs et les livreurs qui sont purement occasionnels et qui, eux, ne sont pas des salariés et qui ne vont pas être salariés d'une entreprise tiers. Et enfin, on va essayer de négocier en fait ou en tout cas d'imposer une rémunération minimale aux plateformes numériques. Et cette rémunération minimale, en fait, c'est une rémunération minimale pour les travailleurs indépendants, ce qui fait que quand on la ramène à sa rémunération nette pour un salarié, on arrive au SMIC horaire. Voilà. Voilà le dernier état de l'avancée de la réflexion d'un ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur les plateformes numériques.
Donc, vous voyez qu'on exclut pour l'instant cette idée de créer un statut un peu hybride qui sera à mi-chemin entre le travailleur indépendant et le salariat. Et on va essayer de, au contraire, faire une sorte de scission, en fait, parmi les utilisateurs de plateformes, dire il y en a certains, ça restera des auto-entrepreneurs parce que leur activité, elle est trop résiduelle et trop faible. Quant aux autres qui ont vraiment, qui utilisent ces plateformes comme étant leur moyen de subsistance, eh bien, eux, ce seront des salariés à part entière.